vol de ces navires pétroliers par les Américains, la réponse vient de tomber, et elle est terrifiante. Moscou ne parle plus de diplomatie, mais de torpille. C'est une menace très sérieuse qui vient de tomber. Alexei Zuravlyov, numéro 2 de la défense au Parlement russe, a lâché une phrase qui pourrait déclencher une guerre mondiale. Il a déclaré « Les États-Unis doivent faire face à une réponse militaire ». Mais écoute bien la suite. Il propose d'attaquer avec des torpilles et de couler les navires américains. Attention, ce n'est pas un simple citoyen qui parle. C'est un des plus hauts responsables politiques de Russie. Pour lui, c'est la seule façon de stopper l'euphorie et le sentiment d'impunité des États-Unis. En gros, le message est simple. Si vous continuez à jouer aux pirates avec nos bateaux, on va commencer à les envoyer par le fond. Rappelle-toi, les États-Unis viennent de saisir 2 pétroliers russes ce matin. En réponse, la Russie met sur la table l'option militaire directe. On n'est plus dans la guerre froide. Quand on menace officiellement de couler la flotte adverse, on est au bord de la rupture totale. Est-ce du bluff pour faire peur à Trump, ou est-ce que le prochain navire américain qui s'approche d'un bateau russe finira vraiment sous l'eau? Les forces américaines ont pris le contrôle de ce pétrolier russe au large de l'Islande pour violation des sanctions américaines. L'opération a eu lieu après plusieurs jours de préparation dans l'Atlantique Nord, autour du Marinera, depuis lequel auraient été tournées ces images. Le navire était poursuivi par les États-Unis dans le cadre de leur blocus contre des pétroliers liés au Venezuela. Après l'opération américaine de ce mercredi, Moscou a dénoncé l'usage de la force par Washington. Conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, en haute mer s'applique le régime de liberté de navigation et aucun État n'a le droit d'employer la force à l'encontre de navires dûment immatriculés dans la juridiction d'autres États. Selon le ministère russe des Transports, le Marinera avait obtenu le 24 décembre une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon russe. La Russie a en tout cas demandé aux États-Unis d'assurer le retour rapide des membres d'équipage russe du Marinera dans leur pays. Information de dernière minute, les Américains viennent de confirmer l'arraisonnement du Belawan, ce navire russe de la flotte fantôme qui tente depuis plus de 2 semaines d'échapper au blocus imposé par les États-Unis. Dans un message posté sur X, le commandement européen des États-Unis annonce la saisie du Belawan pour violation des sanctions américaines. Le navire a été saisi dans l'Atlantique Nord en vertu, nous dit-on, d'un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. La Russie a déjà réagi avant même le temps de l'arraisonnement et qualifié l'action américaine d'anormale. On vit un fait majeur. Les États-Unis doivent faire face à une réponse militaire. Ils proposent d'attaquer avec des torpilles et de couler les navires américains. Imaginez un peu la scène, un pétrolier russe avec son escorte militaire qui se fait arraisonner par les Américains, en plein milieu de l'océan. Non, ce n'est pas le pitch du dernier blockbuster, c'est un incident bien réel qui a mis une sacrée pagaille sur la scène internationale. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse affaire du Marinera. On est le 7 janvier 2026. Le décor, quelque part entre l'Islande et le Royaume-Uni. C'est là, au milieu de nulle part, dans ces eaux internationales, que va se jouer un acte aux conséquences totalement imprévisibles. Un face-à-face direct entre les forces américaines et russes. La question est posée et elle est explosive. Est-ce que c'était une simple opération de police, une application de la loi comme le disent les États-Unis, ou est-ce que c'était un pur acte de piraterie d'État comme le crie la Russie? On a là 2 visions du monde, 2 lectures du droit qui sont absolument irréconciliables. Et au milieu de tout ça, un risque d'escalade majeur. Alors, plongeons directement au cœur de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement ce jour-là? Ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est le calme. Un calme presque irréel. Essayez d'imaginer la scène. Des navires de guerre russes et même un sous-marin qui sont là, qui regardent les gardes-côtes américains monter à bord de leurs pétroliers. Et rien. Pas un coup de feu, même pas un tir de semence. Cette retenue, elle est hyper calculée. Et franchement, elle fait peut-être encore plus froid dans le dos qu'un affrontement direct. La vraie question, c'est pourquoi les Russes ont-ils laissé faire? Parce que, attention, cette saisie, c'est pas du tout une improvisation. C'est vraiment le point final d'une traque acharnée qui a duré plus de 2 semaines. C'était un véritable jeu du chat et de la souris en haute mer. Voyons un peu comment ce pétrolier a tout tenté pour y échapper. Alors, tout commence bien loin de là, dans les Caraïbes. Le navire est soupçonné de vouloir jouer avec le feu, contourner les sanctions américaines contre le Venezuela en chargeant du pétrole en toute illégalité. Forcément, quand le capitaine se sent repéré, il prend une décision radicale. Fini le Venezuela, il met le cap plein nord et tente une fuite désespérée, en espérant se fondre dans l'immensité de l'Atlantique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le tanker lance une véritable opération caméléon pour disparaître des radars. Il change de nom, il est repeint à la va-vite, et surtout, le 24 décembre, il hisse le pavillon russe. Ça, c'est un vrai pari géopolitique. L'idée, c'était que le drapeau de la Grande Russie agisse comme un bouclier. Bon, on sait aujourd'hui que c'était un pari perdu. Une fois l'action terminée en mer, la confrontation s'est déplacée sur un autre terrain. Le terrain juridique. Et là, autant le dire tout de suite, les 2 camps ont des versions des faits qui sont diamétralement opposées. Et c'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a Washington qui dit, en gros, nos lois s'appliquent partout. Si on estime que quelqu'un finance un régime criminel, on peut l'intercepter, peu importe où il se trouve dans le monde.
Et de l'autre, on a Moscou qui répond « Absolument pas. Vous n'avez aucun droit. La haute mer, c'est un espace libre qui est régi par le droit international, pas par vos juges en Amérique. Ce que vous venez de faire, ça a un nom, c'est de la piraterie. » Et du côté américain, on ne fait pas vraiment dans la nuance. Cette déclaration de la secrétaire à la sécurité intérieure, c'est un message très clair envoyé au monde entier. On n'est plus dans le droit, on est dans la morale. Il y a les bons et il y a les criminels. Et l'Amérique, eh bien, elle s'attribue clairement le rôle de shérif mondial. Forcément, la réponse russe a été tout aussi directe et carrément terrifiante. Une menace pareille, qui vient d'un haut responsable de la défense, ce n'est pas juste des mots en l'air. Là, on ne parle plus de diplomatie, on parle de torpilles, de couler des navires. L'escalade est verbale pour l'instant, mais elle montre bien à quel point on est passé tout près d'une confrontation bien réelle. Ces navires pétroliers par les Américains, la réponse vient de tomber, et elle est terrifiante. Moscou ne parle plus de diplomatie, mais de torpilles. C'est une menace très sérieuse qui vient de tomber. Alexei Zuravlyov, numéro 2 de la défense au Parlement russe, a lâché une phrase qui pourrait déclencher une guerre mondiale. Il a déclaré « Les États-Unis doivent faire face à une réponse militaire ». Mais écoute bien la suite. Il propose d'attaquer avec des torpilles et de couler les navires américains. Attention, ce n'est pas un simple citoyen qui parle. C'est un des plus hauts responsables politiques de Russie. Pour lui, c'est la seule façon de stopper l'euphorie et le sentiment d'impunité des États-Unis. En gros, le message est simple. Si vous continuez à jouer aux pirates avec nos bateaux, on va commencer à les envoyer par le fond. Rappelle-toi, les États-Unis viennent de saisir 2 pétroliers russes ce matin. En réponse, la Russie met sur la table l'option militaire directe. On n'est plus dans la guerre froide. Quand on menace officiellement de couler la flotte adverse, on est au bord de la rupture totale. Est-ce du bluff pour faire peur à Trump, ou est-ce que le prochain navire américain qui s'approche d'un bateau russe finira vraiment sous l'eau? Mais au-delà de ce face-à-face tendu entre Washington et Moscou, cet incident pose des questions bien plus larges, des questions fondamentales sur l'état de notre ordre mondial. Parce qu'au final, la vraie question, elle est là et elle est simple. Qui commande en haute mer? Est-ce que c'est le droit international, les traités signés par tout le monde, ou est-ce que c'est la marine du pays le plus puissant? C'est rien de moins que tout l'équilibre de notre monde qui est en jeu ici. Les conséquences de tout ça, elles sont énormes. C'est un test pour le droit international, c'est clair. Mais c'est aussi un test majeur pour la crédibilité de la Russie. Pensez-y, plein de pays, ce qu'on appelle le Sud global, qui comptaient sur Moscou pour faire contrepoids aux États-Unis, ils regardent ça de très très près. Et ils se demandent, si la Russie n'est même pas capable de protéger ses propres navires, comment peut-elle prétendre être une alternative crédible? Donc maintenant, forcément, la balle est dans le camp de Moscou. Le monde entier a les yeux rivés sur le Kremlin et attend de voir comment la Russie va répondre à ce qui est perçu, là-bas, comme une véritable humiliation. Mais attention, il ne faut surtout pas prendre le silence russe pour de la faiblesse. Ce serait une grave erreur, une erreur que beaucoup ont déjà faite par le passé. Dans la manière de penser la stratégie au Kremlin, la patience, ce n'est pas de l'inaction, c'est une arme. Le principe, c'est d'absorber le coup, d'analyser les faiblesses de l'autre et de préparer la riposte. Une riposte qui viendra, mais souvent là où on ne l'attend pas et au moment où elle fera le plus de dégâts. Alors concrètement, on peut imaginer 3 grandes options pour Moscou. D'abord, la réponse militaire directe. Évidemment, c'est l'option la plus risquée, celle qui mène à une escalade majeure. Deuxième option, l'offensive diplomatique et juridique. C'est plus lent, mais ça peut à terme vraiment abîmer l'image des États-Unis sur la scène internationale. Et enfin, la troisième option, l'action asymétrique. C'est une frappe ciblée, mais ailleurs, à un autre moment, sur un autre dossier. C'est souvent cette méthode que le Kremlin préfère. Finalement, cette histoire de pétrolier, ce n'est pas juste une histoire de bateaux et de pétrole. C'est un symptôme. Le symptôme d'un ordre mondial qui est en train de se fissurer de partout. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère? Une ère où en haute mer, la seule règle qui vaudra sera celle de la loi du plus fort. De la réponse à cette question dépendra sans doute la paix pour les décennies à venir. Il vise la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays achetant du pétrole et du gaz russe à bas prix en lui donnant ainsi l'argent pour persécuter le monde entier. Les 18 premiers paquets de sanctions ont si bien fonctionné que le deuxième va faire vraiment la différence, ou est-ce que ça va être le game changer, bien évidemment. Non, soyons sérieux 2 secondes, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Les 18 premiers paquets de sanctions se sont quasiment tous retournés contre ceux qui les ont posés. C'est non seulement il a servi l'Union européenne, puisqu'il est en train de dire que lui veut bien mettre plus de sanctions contre la Russie à condition que les Européens arrêtent d'acheter du gaz et du pétrole russe, ce qui est impossible, c'est totalement impossible. Et si jamais l'Union européenne le fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va racheter à la Chine, à l'Inde, etc., ce dont il a besoin. Absolument d'accord avec ça. En fait, il sait très bien que le paquet de sanctions ne marchera pas puisqu'il y en a eu 18 avant qui n'ont pas marché. Il sait très bien que s'il essaye d'imposer quelque chose à l'Inde, il va provoquer une réaction de l'Inde d'ailleurs qui a répondu entre-temps en augmentant les taxes sur les importations américaines de 150%. Il suffit de dire on arrête de payer et on arrête la couverture satellitaire et puis le conflit s'arrête dans une semaine. Zelensky ira immédiatement à Moscou pour négocier les territoires. Les Américains n'ont pas d'armes à livrer, les Européens n'ont pas d'argent pour payer et Zelensky n'a pas de troupes pour les faire fonctionner. Alors que l'armée ukrainienne subit la pression russe sur la totalité du front, l'Union européenne prépare un 19e train de sanctions
comme l'a annoncé Kaja Kallas, la représentante de la diplomatie de l'Union européenne. Écoutons-la. La réponse européenne doit être ferme. Comme la présidente von der Leyen l'a dit hier, la Commission va bientôt présenter son 19e train de sanctions. Nous devons toucher plus durement les banques, les entreprises énergétiques, les bourses de crypto-monnaies et les navires de la flotte fantôme russe. Priver Moscou des fonds nécessaires pour mener la guerre est un moyen essentiel de mettre fin à ce conflit. Les responsables européens savent que sans le soutien de Washington, ce nouveau train n'aura guère plus de succès que les précédents. Le sénateur américain Lindsey Graham voudrait se joindre à l'Union européenne et imposer des sanctions secondaires. Poutine ne se soucie pas des sanctions. Occupé aujourd'hui. Alors, ce chiffre, 19, il est loin d'être anodin. Pensez-y, ça représente quasiment 2 ans d'efforts non-stop pour faire plier Moscou. Mais la vraie question, c'est pour quel résultat au final ? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que le bat blesse, comme on dit. Parce que, logiquement, si les 18 premières salves avaient vraiment fonctionné, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une 19e ? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair dans cette situation qui est, on ne va pas se mentir, assez complexe, on va assembler les pièces du puzzle en 4 parties. D'abord, on va se pencher sur le paradoxe des sanctions, ensuite on verra comment tout ça ressemble à une partie d'échec géopolitique, puis on explorera la lutte psychologique qui se joue en coulisses, et enfin on terminera sur un effet, disons pour le moins inattendu, le renforcement de la Russie. Allez, on attaque avec la première partie, le paradoxe des sanctions. On va voir pourquoi les sources qu'on analyse soutiennent que les sanctions ont non seulement échoué, mais qu'elles se sont carrément retournées contre ceux qui les ont mises en place. Et cette citation, elle résume parfaitement ce scepticisme. C'est du bon sens en fait. C'est un peu comme un traitement médical qui ne fonctionne pas. On ne continue pas à augmenter la dose à l'infini, n'est-ce pas ? Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on avait l'objectif affiché, isoler la Russie, affaiblir son économie. De l'autre, la réalité décrite par les sources est bien différente. On parle d'une Europe qui souffre économiquement et d'une Russie qui, elle, s'adapte et trouve des solutions. C'est un peu comme si la flèche des sanctions s'était brisée en plein vol et que les éclats avaient ricoché sur l'archet lui-même. On passe à la deuxième partie. Cet échec apparent, ce n'est pas juste de la malchance. Pour le comprendre, il faut vraiment changer de perspective. Il ne faut plus voir ça comme un simple bras de fer entre 2 camps, mais plutôt comme une immense partie d'échec mondiale, avec beaucoup de joueurs. Et sur cet échiquier mondial, les sources identifient plusieurs groupes avec des stratégies bien différentes. On a d'abord l'Union européenne, qui pousse pour toujours plus de sanctions, ensuite les États-Unis qui sont divisés, d'un côté les faucons et de l'autre les transactionnalistes, et puis surtout, il y a ces puissances montantes, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui elles refusent de jouer le jeu et continuent de commercer avec la Russie. Cette citation, elle est très révélatrice de ce changement de paradigme. Quand on lit ça, on comprend que la cible a changé. La vraie cible, pour certains, ce n'est plus seulement la Russie, mais tous ceux qui permettent à la Russie de contourner l'embargo. Et là, on bascule complètement. On passe de la grande stratégie géopolitique à une logique purement business. La position est limpide. L'idée n'est plus de punir la Russie, mais de profiter de la situation. Acheter le pétrole russe pas cher via des intermédiaires pour le revendre plus cher à une Europe qui est, elle, dans le besoin. Du coup, ce n'est plus seulement une affaire russo-occidentale. C'est devenu le symptôme d'un véritable basculement du pouvoir à l'échelle mondiale. Des pays comme l'Inde montrent qu'ils n'ont plus du tout l'intention de suivre aveuglement les directives de l'Occident. On entre, de fait, dans un monde multipolaire. Il ne se soucie pas des sanctions. Aucune sanction n'a porté de fruits. Il les contourne, il vit bien. Il ne se soucie pas du nombre de Russes morts. Mais vous allez quand même proposer votre projet de loi. Vous allez le présenter à la discussion ? Oui, bien sûr. Et laissez-moi vous dire que ce projet de loi n'est pas dirigé contre Poutine. Troisième partie maintenant. On va essayer de creuser un peu plus. On passe du quoi au pourquoi. On va plonger dans les raisons psychologiques que les sources avancent pour tenter d'expliquer cet acharnement de l'Occident. Pour comprendre cette persistance, il faudra aller au-delà de la stratégie pure et toucher à l'émotionnel. Les sources parlent d'un véritable sentiment de persécution. C'est une idée forte, une peur profonde, qui serait plus sincère que la simple communication politique. Cette psychologie complexe s'expliquerait par une série de chocs, une sorte de cascade émotionnelle. D'abord, la perte de domination, ensuite le traumatisme de perdre le contrôle. Ça conduirait à ce qu'on appelle la projection, accuser la Russie de ses propres angoisses. Puis vient la dépendance à un ennemi, et tout ça culmine en ce que les sources appellent une blessure narcissique. Alors cette blessure narcissique, c'est vraiment le concept clé ici. Il faut imaginer une civilisation qui a toujours été le modèle et qui, tout à coup, voit son modèle rejeté. Ce rejet n'est pas interprété comme une simple différence d'opinion, non, il est perçu comme une attaque personnelle. Et c'est cette réaction très émotionnelle qui, d'après les sources, guiderait en grande partie la réponse occidentale. La Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays achetant du pétrole et du gaz russe à bas prix en lui donnant ainsi l'argent pour persécuter le monde entier. Le président Donald Trump a quant à lui posé ses conditions. Allez-vous exercer plus de pression sur les pays de l'UE et de l'OTAN pour qu'ils n'achètent pas de pétrole russe ?
Oui, mais il existe un problème et vous le connaissez. Ils achètent du pétrole russe. Je ne veux pas qu'ils en achètent et ils doivent cesser de le faire immédiatement. Ce n'est pas juste pour nous. Ils achètent du pétrole russe et nous devons prendre des mesures. Maintenant, le côté positif, cela ne nous coûte plus rien, vous le savez. Ce sont eux qui payent. Ils achètent tout chez nous, contrairement à Biden qui a distribué 350 milliards de dollars. Cyril Delattre, je m'interroge. Les 18 premiers paquets de sanctions ont si bien fonctionné que le deuxième va faire vraiment la différence, ou est-ce que ça va être le game changer, bien évidemment. Non, soyons sérieux 2 secondes, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Les 18 premiers paquets de sanctions se sont quasiment tous retournés contre ceux qui les ont posés. La Russie, nous, on s'en est très bien arrangé. On a contourné un certain nombre de choses, oui, évidemment. Et si ça marchait si bien, on n'en serait pas au 19e, on serait arrêté au premier ou au deuxième, bien évidemment. Donc là, ça n'a ni queue ni tête. Par contre, ce que vient de dire Donald Trump est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé, dont j'avais déjà parlé aussi il y a 1 an et demi quand il était candidat à la Maison-Blanche pour remplacer Biden. On s'aperçoit qu'il y a un shift total des responsabilités entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais là, ce qu'il vient de dire, c'est intéressant parce qu'en fait, il fait coup double. C'est non seulement il a servi l'Union européenne, puisqu'il est en train de dire que lui veut bien mettre plus de sanctions contre la Russie à condition que les Européens arrêtent d'acheter du gaz et du pétrole russe, ce qui est impossible. C'est totalement impossible. Et si jamais l'Union européenne le fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va racheter à la Chine, à l'Inde, etc., ce dont il a... Selon les sources, les sanctions auraient l'effet exactement inverse de celui qui était recherché. L'affirmation est audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un vrai paradoxe. L'étau qui était censé écraser l'économie russe aurait en fait agi comme un catalyseur. Il aurait forcé le pays à se renforcer de l'intérieur, à développer sa propre autonomie. Et pour appuyer cette thèse, les sources donnent des exemples très concrets, comme celui de l'industrie aéronautique russe. On parle du fait que la Russie est maintenant dans le top 5 mondial pour la production de moteurs d'avions et de fusées, des ambitions confirmées au plus haut niveau de l'État. Et les chiffres sont assez parlants. Si on regarde les livraisons de moteurs d'avions sur les 4 dernières années, on voit une augmentation de plus de 50%. Dans un secteur d'aussi haute technologie, c'est une progression énorme. Pour les sources, c'est la preuve que la contrainte a poussé à l'innovation et à l'autonomie. Mais la conséquence à long terme est peut-être la plus significative. En développant sa propre résilience, la Russie aurait, sans le vouloir, créé une sorte de mode d'emploi. Un manuel pour toutes les nations qui, à l'avenir, voudraient résister à l'arme économique numéro 1 de l'Occident. Et il va le revendre aux Européens qui vont le payer un œil, un brin, un rein, au lieu d'arrêter les bêtises et de dire bon, plus normal. Mais enfin, avec Kajakala, c'est même pas la peine de rêver. Donc, François Martin, merci de nous rejoindre depuis la France. On a l'impression qu'on a d'un côté l'Union européenne avec les faucons américains représentés par le plus connu d'entre eux, le sénateur Lindsey Graham, et de l'autre côté Donald Trump qui essaie de trouver un prétexte pour arrêter les frais avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis absolument d'accord avec ça. En fait, il sait très bien que le paquet de sanctions ne marchera pas puisqu'il y en a eu 18 avant qui n'ont pas marché. Il sait très bien que s'il essaye d'imposer quelque chose à l'Inde, il va provoquer une réaction de l'Inde d'ailleurs qui a répondu entre-temps en augmentant les taxes sur les importations américaines de 150%, si je me souviens bien. Donc il sait que ça marchera pas, mais il a besoin d'une posture parce qu'il est pas capable de se prendre Lindsey en face et lui mettre un coup de boule et de le faire taire. Donc il fait semblant de se le mettre dans la poche en faisant semblant de prendre des paquets de sanctions et puis dans une semaine il dira le contraire comme ce qu'il a déjà fait avant le sommet d'Anchorage. Donc on n'est pas dans les choses sérieuses encore. Et c'est Trump qui malheureusement, je dirais, est le maillon faible de cet ensemble et complique la situation alors qu'elle est simple. Il suffit de dire on arrête de payer et on arrête la couverture satellitaire et puis le conflit s'arrête dans une semaine. Et à ce moment-là, comment dire, Zelensky ira immédiatement à Moscou pour négocier les territoires. Mais il ne le fait pas. C'est Trump qui relance la sauce dans cette affaire. C'est ça que je regrette. Et comme tu l'as dit très justement, en plus, cette affaire de 100 milliards de livraison ne marchera pas parce que les Américains n'ont pas d'armes à livrer, les Européens n'ont pas d'argent pour payer et Zelensky n'a pas de troupes pour les faire fonctionner. Donc, on est dans le théâtre, à mon avis, actuellement. Et à mon avis, le théâtre va s'arrêter le jour où Trump va véritablement être obligé de se présenter devant ses électeurs pour soutenir ses midterms. Et à ce moment-là, comme il a dit qu'il arrêterait tout de suite la guerre en 24 heures et après, c'était la guerre de Biden et qu'il peut plus utiliser ses arguments, on va lui dire, c'est ta guerre,
tu t'es mal débrouillé, donc il sera obligé de partir. Et à ce moment-là, il lâchera tout ce qui reste pour pouvoir dire j'ai arrêté la guerre. Poutine le sait parfaitement et Poutine attend. Voilà. Je pense que derrière le théâtre, les choses sont assez simples et c'est ça qu'attend, c'est ça qui va se passer, à mon avis. Hein. Voilà. Laurent Braillard, il y a quand même. Résumer. Oui. Merci François. Laurent Braillard, moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Je l'ai souvent dit, mais bon, en gros, vous étiez sur le terrain. En plus, la guerre, elle est perdue pour Kiev. Donc ça rime à quoi tout ça? Ces financements que l'on continue à essayer de maintenir cette guerre, de faire gagner quelques mois de plus au régime de Kiev. C'est quoi le sens de tout ça? Je pense qu'ils sont... on a déjà beaucoup parlé, il y a la confrontation du réel avec le virtuel. Maintenant qu'ils sont engagés dans cette voie, le vin est tiré, il faut le boire, c'est un peu cette stratégie. Ils iront dans le mur, mais on l'a vu dans l'histoire assez souvent. Puisqu'on parle de sanctions, en tant qu'historien, on en a parlé ici, le blocus continental est un exemple du temps de Napoléon qui a forcé l'Empire à être agressif, s'attaquer même à des alliés, par exemple, pour aller toucher le Portugal et ensuite la Russie, et essayer de forcer ces gens à participer à ces sanctions. Là, ça n'a pas marché il y a 200 ans, et maintenant c'est encore plus compliqué. Donc ça ne fonctionnera pas. Et sans une politique de marche suicidaire, qu'on a déjà vu de toute façon assez souvent dans l'histoire. Hélas, ils sont sur cette voie et je ne vois pas comment, parce que finalement, c'est l'idéologie qui commande, pas la raison. Ouais. C'est ça le problème. Alors, Ahmad, merci de nous rejoindre. Vous y voyez clair, vous, dans la stratégie suivie par l'Union européenne, par les Occidentaux, par rapport à l'Ukraine? Mais les Occidentaux n'ont pas, surtout l'Union européenne, n'ont pas de stratégie. Pour eux, malheureusement, ils sont déprimés, ils sont... Et actuellement, avec l'Ukraine, il utilise l'Ukraine comme un bouc émissaire. C'est tout simplement ça, hein, parce qu'actuellement, il y a énormément de problèmes au sein de l'Union européenne. On a vu récemment à Paris, même il y a eu des manifestations. Il y a des problèmes internes, mais au lieu de résoudre ces problèmes, il utilise cette guerre. Et comme on le sait tout le temps... Les manifestations à Paris, c'est la faute de Poutine, non? C'est la faute de Poutine, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, et les gens souffrent, il y a... les coûts augmentent, mais voilà, on va utiliser l'Ukraine comme un bouc émissaire pour dire aux gens que ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre échec, ce n'est pas de l'échec des soi-disant dirigeants qui sont dans l'Union européenne, mais c'est la faute de Poutine. Donc, tant que ce conflit en Ukraine dure, ça va leur permettre de gagner, je ne sais pas, soi-disant des points. Mais malheureusement, ils sont en train de mettre l'Union européenne au chaos. Parce qu'actuellement, l'Union européenne a perdu complètement sa crédibilité. Et il y a des coûts, hein, parce qu'on ne peut pas mettre un pays géant comme la Russie à genoux. On a vu avec des petits pays, même, ils n'ont pas quand même réussi à les mettre à genoux. Mais avec la Russie, quand même, c'est complètement impossible. Mais seulement, voilà, on va faire semblant, on est des dirigeants, soi-disant des Macron, qui n'ont pas assez de vie. Voilà, ils veulent se faire des vies avec le nom de l'Ukraine et surtout, voilà, on va attaquer la Russie, on a ceci, on a cela. Mais je crois que c'est tout simplement des farces. Et malheureusement pour les Ukrainiens, ils n'ont pas de dirigeants. Actuellement, l'Ukraine, c'est devenu en quelque sorte... bon, ça n'engage que moi, c'est un État voyou. On l'utilise un peu partout et on va en parler en tout cas tout à l'heure. On les utilise en Afrique. Et malheureusement, c'est pour les peuples. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Il y a une autre dimension en fait, c'est que pour l'Ukraine, la guerre est perdue, mais ça veut surtout dire que c'est pour l'OTAN que la guerre est perdue, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On est dans un conflit entre l'Occident, l'OTAN contre la Russie au travers d'un proxy ukrainien. Et si aujourd'hui, tous les Occidentaux disaient on a perdu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la chute de l'OTAN, c'est la fin de l'OTAN, etc. Et ça, pour eux, c'est juste inacceptable. Ah ouais, quelle horreur. Hein. C'est l'Union européenne. Oh mon Dieu. Et l'implosion de l'Union européenne en même temps, parce que ça... Je vois que François Martin voulait réagir. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Et je pense que la fin de l'histoire, ça sera l'explosion de la communauté européenne, de toute façon. Puisque comme derrière ça, il y a un rapprochement... entre les États-Unis et la Russie qui va se faire d'une façon ou d'une autre, et que l'Europe on va lui coller la patate chaude. Il y a ceux qui diront j'y vais, ceux qui diront j'y vais pas, et on pourra pas faire passer aux Européens l'idée comme quoi il faut qu'ils vident leur poche pour dépenser une guerre, alors que les États-Unis et la Russie, eux, sont dans la paix et dans l'échange commercial. Donc ça marchera pas. Donc l'Europe, ça coûtera sa vie à l'Europe. Mais je voulais dire qu'il y a une espèce de paradoxe qui est assez intéressant, qui explique, je pense,
la montée de ce genre de ce que fait par exemple la Pologne avec ses provocations. Je pense que la provocation est d'autant plus forte que ces pays savent parfaitement qu'ils ne seront pas en guerre contre les Russes. Ils font la même chose que ce que fait quelqu'un devant la cage d'un tigre en faisant comme ça pour faire peur au tigre, parce qu'ils savent que les Russes se sont mis eux-mêmes une cage géopolitique pour pas attaquer l'Europe, sauf si l'Europe rentre dans le territoire ukrainien avec des soldats, etc. Mais ils savent que les Russes ne le feront pas, parce que Poutine veut conserver la possibilité à terme, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir, de pouvoir revenir un jour vers l'Europe pour équilibrer sa relation par rapport à la Chine. Alors précisément, donc, on va... Ils sont d'autant plus sûrs du fait qu'il n'y aura pas de guerre, et du coup, ils augmentent ces provocations. C'est ce que je pense. S'ils pensaient qu'ils étaient véritablement en danger, ils n'auraient pas du tout la même attitude, ils feraient très attention. François Matin, on va en reparler précisément des agissements de la Pologne, mais là je voudrais revenir sur les sanctions, parce que les trains de sanctions qui ont été pris contre la Russie ont eu une autre conséquence qui n'était sans doute pas celle qu'espéraient leurs auteurs. La Russie n'a pas eu d'autre solution que de renforcer sa souveraineté dans plusieurs domaines économiques. En particulier, les développements dans l'aéronautique civile ont été les plus spectaculaires. Le premier vol d'un exemplaire de série du Superjet 100 New a été effectué le 5 septembre à Komsomolsk-sur-Amur. Lors d'une réunion à Samara qui se tenait le même jour, Vladimir Poutine a confirmé les ambitions aéronautiques russes, notamment dans le domaine de la motorisation. Écoutons-le. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, comme à l'époque soviétique, la Russie figure parmi les 5 leaders mondiaux en matière de conception et de production de moteurs d'avion et de fusées. Au cours des seules 4 dernières années, le nombre de moteurs d'avion livrés a augmenté de plus de 50%, passant de 791 à 1227 unités. La Russie était et reste un des leaders mondiaux dans le domaine du développement spatial. Il est important d'améliorer régulièrement les capacités de production de moteurs pour lanceurs. Imaginez un instant, et si l'alliance qui a façonné le monde depuis la Seconde Guerre mondiale venait à se briser ? Aujourd'hui, on se penche sur une analyse prospective, un scénario choc qui pourrait littéralement fracturer le monde occidental. On commence très très fort. Cette menace, elle ne vient pas d'un adversaire, mais bien d'un responsable européen, et elle vise directement les États-Unis. C'est le genre de déclaration qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais, cru possible il y a encore quelques années. Alors la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là ? Cette analyse décortique la chaîne d'événements qui pourrait nous y mener. Et tout commencerait par un plan. Un seul plan aussi simple qu'audacieux. Un vrai coup de poker géopolitique. D'après cette analyse, face à une pression américaine qui deviendrait écrasante, certains en Europe commenceraient à envisager l'impensable. Une option radicale, se tourner vers l'Est. Et là, on parle d'un véritable séisme diplomatique. Il faut bien mesurer ce que ça signifie. Des alliés de toujours qui envisageraient de demander de l'aide à leur adversaire désigné pour se protéger de leur propre protecteur. C'est tout l'édifice transatlantique qui serait au bord de l'effondrement. Mais alors, quel serait l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui pourrait mettre le feu aux poudres à ce point ? Eh bien, tout commencerait, comme souvent à notre époque, par un simple post sur les réseaux sociaux. Et attention, il ne faut surtout pas voir ça comme une simple blague. L'analyse est claire, ce serait un signal d'intention limpide. En quelque sorte, la bande-annonce d'un bouleversement géopolitique majeur. D'ailleurs, ce ne serait pas du tout un projet en l'air. Une date bien précise circulerait même déjà dans les cercles du pouvoir à Washington pour cette annexion, juillet 2026. Le choix de cette date, évidemment, n'aurait rien d'un hasard. L'idée, ce serait d'offrir un cadeau spectaculaire pour le 250e anniversaire des États-Unis. C'est une manœuvre qui se veut profondément symbolique et qui est politiquement très très calculée. Et la justification officielle de tout ça ? La sécurité nationale, bien sûr. Un argument qui sonne comme un défi direct, frontal, à la souveraineté du Danemark, qui est pourtant un allié de l'OTAN. Mais au fond, pourquoi le Groenland ? Pourquoi risquer une crise mondiale pour cette immense île de glace si peu peuplée ? Eh bien la réponse, elle se trouve en regardant une carte du monde, mais pas celle qu'on a l'habitude de voir. En fait, pour tout comprendre, il faut littéralement changer sa perspective. La carte qu'on connaît tous, la projection de Mercator, est assez trompeuse. Elle déforme les pôles, elle nous donne l'impression que le Groenland est une terre lointaine, isolée. Mais si on regarde le globe par le dessus, depuis le pôle Nord, avec une projection polaire, là, une toute autre réalité saute aux yeux. Vu comme ça, le Groenland n'est plus du tout en marge. Il devient le toit stratégique du monde. Il est pile sous la trajectoire des missiles intercontinentaux, c'est l'endroit parfait pour installer des systèmes de défense. Et avec le réchauffement climatique qui ouvre de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique, il devient un point de passage crucial. Bref, celui qui contrôle le Groenland contrôle le Nord. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'importance stratégique du Groenland, on peut commencer à imaginer l'onde de choc qu'une telle manœuvre provoquerait en Europe. Pour les Européens, ce serait la trahison ultime. L'allié américain ne serait plus vu comme un partenaire, mais comme un empire qui finalement révèle son vrai visage. Cette métaphore est très forte.
Elle capture parfaitement le choc d'un protecteur qui se transforme en oppresseur. On ne parle plus de sécurité, mais de domination. L'analyse insiste sur un point. Il ne s'agirait pas d'une invasion militaire à l'ancienne. Non, la stratégie serait bien plus insidieuse, une sorte de colonisation propre, un mélange de pression économique pour affaiblir le Danemark, de corruption des élites locales, de manipulation politique pour diviser, et à la fin, une offre d'achat de la souveraineté qu'il serait tout simplement impossible de refuser. Et il faut bien comprendre que l'enjeu dépasse de très loin le simple sort du Groenland. Ce qui se jouerait ici, c'est la possible désintégration de tout l'ordre mondial qu'on connaît depuis 1945. Si les États-Unis en arrivent à cibler un partenaire de l'OTAN, c'est le mythe même de l'Alliance occidentale, basé sur la confiance et des valeurs communes, qui vole en éclats. Ce serait le moment où le masque tombe, la prise de conscience brutale que la relation n'était peut-être pas basée sur un partenariat d'égal à égal, mais sur un rapport de force. Tant que les intérêts convergeaient, tout allait bien. Mais dès qu'ils divergent, l'Europe se retrouve face à sa propre dépendance. La conclusion de l'analyse est sans appel. Un tel événement forcerait chaque nation à faire face à une nouvelle réalité. Un monde où les alliances ne sont que des arrangements temporaires, et où, au final, seule la puissance brute compte vraiment. Ce scénario nous laisse avec une question vertigineuse. Dans un monde où les certitudes d'hier ont volé en éclats, où les alliés peuvent devenir des rivaux, qui écrira les règles du jeu de demain ?